vous avez un accord qui a été obtenu avec la Chine pour qu'elle soutienne l'euro. En contrepartie, cela veut dire que l'Union européenne, littéralement, perd de sa liberté. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la Chine apporte son soutien réel aux autorités de l'Union européenne, en contrepartie, les Européens vont s'interdire quoi? De critiquer la Chine sur la production, entre autres lorsqu'elle fait travailler des enfants, sur l'écologie, sur les normes de protection. L'Union européenne ne va jamais, avec l'accord signé avec la Chine, enfin qui est en cours d'accord, l'Union européenne ne va jamais exiger de la Chine des mesures de protection, puisque la Chine apporte une aide décisive à l'euro. Les dirigeants de Bruxelles, littéralement, perdent des moyens pour faire pression. Les Chinois ne vont pas dire, écoutez, on vous apporte une aide certaine pour l'euro, en plus vous nous interdisez ça, ça, ça. Non. Donc en fait, on a vraiment une mainmise des autorités chinoises sur les affaires européennes, et ça c'est typiquement mondialiste, car il faut créer ce qu'on appelle l'interdépendance, ce que les Allemands appellent die Verflechtung, l'entre-là. C'est-à-dire, c'est, en gros en français, je te tiens par la barbichette. Et quand on se tient par la barbichette, on s'auto-détruit, mais pas trop. Vous savez, en fait, il faut lire le bouquin, les classiques, je pense à 1984, Orwell, qui dit bien, vous avez dans les grands blocs continentaux, Océania, Eurasia, Eurasia, ils se tapent entre eux, ils se tirent dans les pattes, assez pour justifier, eux, ce sont les méchants et nous, ce sont les bons, mais ils ne se tapent pas trop parce qu'il ne faut pas tuer l'ennemi. L'adversaire est utile. Et donc, c'est le principe de l'entre-là, de l'interdépendance. Et là, on a vraiment un renforcement de cette interdépendance. Vous avez, en fait, dans ce qui s'est passé la nuit dernière, la volonté de mettre les premières ébauches d'un gouvernement économique européen. Et déjà, le 28 septembre 2011, vous avez la Commission européenne qui a demandé aux États européens de présenter des budgets nationaux équilibrés, sinon c'est niet. L'Union européenne commence à avoir un droit de regard sur l'élaboration de ces budgets, et donc on voit qu'une autorité, qu'une gouvernance économique européenne est en train de se mettre en place aux dépens des États français, italiens, espagnols, portugais, et la Grèce, n'en parlons pas, elle est déjà hors course. Et voyez-vous, dans ces événements, il y a une chose qui est frappante, c'est que beaucoup de représentants de la presse française, mais aussi italienne ou anglaise, se sont rendus compte que l'Allemagne menait le bal. Alors je vous cite par exemple un article de la Tribune, le journal économique de la Tribune, qui disait « Merkel impose l'Europe allemande ». Ou bien Nicolas Dose de BFM, qui disait que tout ce que veut Berlin, il l'obtient. Et que Nicolas Sarkozy n'est que là que pour faire de la représentation. C'est vrai. L'Allemagne est en train d'imposer ses vues en Europe. Quand je dis l'Allemagne, évidemment, je ne parle pas du peuple allemand. Je parle des dirigeants, des élites mondialistes germaniques, qui, en liaison avec les élites mondialistes anglo-américaines, réussissent à imposer leur vue. Alors, il faut bien comprendre que pour l'Allemagne, l'Europe est indispensable. Je vais vous donner des chiffres ronds. Le commerce extérieur allemand a besoin de l'Europe. Je vais vous donner 4 chiffres. Et les 4 chiffres, je les ai volontairement arrondis pour éviter d'avoir les virgules, etc. Le commerce extérieur allemand a besoin de l'Europe. Alors quand je dis l'Europe, Europe et Russie comprises, à hauteur de 70%. 70% du commerce extérieur allemand, c'est l'Europe, Russie comprise. Pour l'Union européenne, les 27 États de l'Union européenne, le commerce extérieur allemand, c'est grosso modo 60%. Pour les 17 pays de l'Union européenne avec l'euro, c'est 40%. Et l'Asie, 14%. Donc vous voyez que le gros secteur pour l'Allemagne, c'est l'Europe. Donc il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Il ne faut pas que l'Allemagne tue ses clients français, italiens, espagnols, parce que sinon, elle perd, c'est pas le tout de produire. Il faut encore vendre. Et c'est pareil pour la Chine. La Chine a besoin de l'Europe. La Chine, c'est bien l'usine, mais encore faut-il vendre les produits qu'on fabrique. Donc il faut pour la Chine une Europe qui tient debout, et c'est pareil pour l'Allemagne, qu'on appelle pour certains la Chine de l'Europe, d'un point de vue puissance économique. Cette Europe qui se met en place sous l'égide allemande, car il y a une volonté, j'en parlerai tout à l'heure, de l'Allemagne d'imposer ses vues sur l'Europe. Ce qu'elle n'a pas pu réussir en 2 guerres mondiales, elle est en train de réussir par la voie politique, économique et juridique même. Il faut bien comprendre que cette Europe, elle se fait sous la coupe allemande, mais attention, le vrai patron, c'est le monde anglo-américain. Et là, il faut bien comprendre que les 2 guerres mondiales,
se sont déroulées. Pourquoi? Parce que l'Allemagne voulait le gâteau à elle seule. Les Allemands, Deuxième Reich, Guillaume II, et Troisième Reich, Hitler, voulaient contrôler l'Europe sans l'autorité de Londres et de Washington. Les Anglo-Américains sont pour l'unité de l'Europe à une seule condition, que cela se fasse sous leur direction. Et pour ça, je vais être obligé de vous évoquer un peu la géopolitique germanique et la géopolitique anglo-saxonne. Vous avez, parmi les grands géopolitologues anglais, et américains, vous avez un Anglais qui s'appelle Mackinder, qui a élaboré les relations entre l'Empire des Terres, le continent eurasiatique, et l'Empire des Mers. Il faut bien savoir qu'au début du XXe siècle, vous avez l'Empire britannique, grosso modo un tiers des terres émergées étaient l'Empire britannique, plus les États-Unis. Et vous avez à cette époque, début XXe siècle, une grande menace pour les intérêts anglo-saxons, le monde germanique. Et les stratèges anglo-saxons, et ça n'a pas changé depuis, disent qu'il faut en aucun cas qu'une puissance allemande ou russe puisse unir tout le bloc eurasiatique en une seule autorité. Car s'il y a un bloc eurasiatique unifié, il aura les éléments démographiques, économiques, les richesses agricoles qui feront que le monde anglo-saxon sera éjecté. Et donc toute la politique anglo-saxonne, c'est d'empêcher qu'un pays, l'Allemagne du Deuxième Reich et ensuite l'Allemagne d'Hitler en 1939-40, puisse unifier l'Europe. Parallèlement à ça, vous avez la même politique, mais à l'égard du monde russe. Empêcher que le monde russe puisse déborder. Et là, c'est très, très révélateur. Mackinder avait élaboré des cartes, et on voit en particulier que ces cartes montraient que les limites que les Russes ne pouvaient pas dépasser, c'était à peu près la moitié de l'Europe, c'est-à-dire au niveau de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, l'Autriche. Donc on voit que déjà les anglo-saxons avaient pigé qu'il fallait contenir cette masse russe. Donc, en aucun cas, une puissance allemande ou russe doit unifier l'Europe aux dépens du monde anglo-saxon. En revanche, cette Europe unifiée peut se faire sous l'autorité anglo-américaine. Et d'ailleurs, c'est ce que disait avec justesse, enfin, pour lui, un des grands membres du mondialisme, qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi, qui en 1950, quand il a reçu le prix Charlemagne, disait que cette Europe unifiée se ferait parce que ça se fait en accord avec les Anglo-Américains. Et d'ailleurs, il évoquait une Europe unie, de la Finlande au Portugal, de l'Islande à la Turquie, une Union atlantique, l'Angleterre faisant le pont entre l'Europe et l'Amérique. Mais vraiment bien comprendre que cette unité européenne, elle est faisable pour les Allemands si le patron, le super patron, reste anglo-américain. En gros, les généraux sont anglo-américains, le sergent-chef est allemand. Bon. Vous avez parallèlement à ça, dans la mystique géopolitique allemande, deux grands princes. Le premier, c'est Friedrich Ratzel et l'autre, Haushofer. Et Ratzel, il est mort en 1904, il est très moderne. C'est lui qui a lancé l'idée des États-continents, et en particulier de la mise en place de ce qu'il a appelé l'espace vital. L'espace vital qu'on va retrouver quelques dizaines d'années avec tonton Adolphe. Et en fait, c'était le bouquin de Ratzel, sorti en 1901, où c'était le titre Lebensraum, espace vital. En gros, un peuple, et lui, dans son cas, c'était le peuple allemand, doit avoir l'autorité sur l'Europe, pour avoir cet espace vital. Mais celui qui a véritablement peaufiné cette histoire de géopolitique, c'est son élève, c'était Karl Haushofer. Karl Haushofer qui a servi Hitler, et d'ailleurs il était très illogique puisqu'il a servi Hitler, mais il était marié à une juive. Bon, l'illogisme de certains. Et d'ailleurs sa femme a été protégée par Curie. Mais enfin bon, ça n'a pas marché parce qu'en 1946 ils se sont tous les deux suicidés. Karl Haushofer avait donc travaillé au service d'Hitler, et c'est lui qui a lancé le principe, en allemand c'est Großraumwirtschaft, littéralement économie des grands espaces. Et c'est lui qui va lancer cette idée auprès d'Hitler de créer un espace économique unifié européen qui, durant la Seconde Guerre mondiale, va s'appeler la CEE, Communauté économique européenne. Le même truc qu'on va retrouver en 1957 avec le traité de Rome. Bon. Donc c'est très ironique, les nazis ont déjà préparé le chemin. Donc, bien comprendre que cette unité de l'Europe, elle se fait actuellement sous le coude de l'Allemagne. En fait, tous les textes européens, j'ai eu l'occasion de le dire lors de différentes conférences et des vidéos sur Internet, que l'Allemagne est à l'origine de tous les textes européens, je vous cite de mémoire, la Charte des langues régionales,
qui compte pour la promotion des normes régionales, c'est la résolution 192. Le rapporteur est allemand, il s'appelle Herbert Kohn. La régionalisation, c'est un Allemand qui s'appelle Peter Rabe. Rabe, c'est le corbeau. Le mot dessine. La coopération transfrontalière, là, c'est carrément un institut européen qui s'en charge, qui s'appelle l'ARF. L'ARF qui s'intitule donc Association des régions frontalières européennes, dont un des présidents s'appelait Wolfgang Schäuble, l'actuel ministre des Finances d'Angela Merkel. Et élément révélateur et très intéressant, l'objectif de cet institut, c'est la coopération transfrontalière. La chose tout à fait utile pour lutter contre la pollution ou pour des arrangements économiques entre régions limitrophes, entre pays. En fait, le but, c'est de transformer les frontières nationales en frontières administratives. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez, depuis l'année dernière, pour la première fois, cet institut LARF dirigé par un Belge. Et pas n'importe quel Belge, c'est le Belge de la minorité germanique d'Eupen et de Saint-Vith, Karl-Heinz Lamberts. Et ce même Belge, Karl-Heinz Lamberts, a reçu la Grande Croix du Mérite de la République fédérale d'Allemagne de la part de l'ambassadeur allemand à Bruxelles. Et en fait, si les Allemands ont favorisé l'élection de cet homme-là à la tête de l'ARF, c'est pour préparer l'éclatement de la Belgique qui est en cours à la fin de l'année, l'année prochaine, dans 2 ans, mais pas dans 20 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment une mainmise d'un remodelage, d'un remaniement de la carte européenne et évidemment la gouvernance économique européenne qui se met en place et le couronnement de tous les textes, de tous les piliers de la construction européenne. Alors, je vous disais que les États-Unis, les Anglo-Américains, pour faire court, ont toujours été pour l'unité de l'Europe à condition que cela se fasse sous leur direction. Et après, ils délèguent, et là, ils délèguent un sous-chef, et le sous-chef, c'est Berlin. Il faut savoir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dès 1949, les Anglo-Américains ont mis en place un institut, un organisme appelé le Comité américain pour une Europe unie. Créé en 1949, il a été créé par 3 personnes. Donovan, qui était le premier patron des services secrets américains, l'OSS, qui allait devenir quelques années plus tard la CIA. Le deuxième, par un certain, car j'ai oublié son nom, le deuxième, Smith, un nom bien anglo-saxon, Smith, qui allait devenir, à partir des années 50, le patron de la CIA, et le troisième, Alan Dulles, qui était à la fois donc le fondateur du Comité américain pour une Europe unie et aussi patron de la CIA. Ce sont ces 3 personnages-là qui ont créé cet institut pour financer tous les partis pro-européens dans les années 45, enfin à partir des années 48, 49, 50 et bien après. Et ça a été révélé par un universitaire américain qui s'appelle Joshua Paul. Et l'article, vous pouvez le retrouver sur Internet. Alors je ne sais plus si c'est le Herald Tribune ou le New York Times. Vous tapez Joshua Paul, 19 septembre 2000, et vous aurez l'intégralité du texte de l'article qui évoque les découvertes de ce Joshua Paul. Et entre autres, c'est lui qui a révélé que ce fameux Donovan, qui était donc le premier patron des services secrets américains, a écrit le 26 juillet 1950 un mémorandum pour lancer la création du Parlement européen. Donc bien comprendre que la figure de lance, c'est le monde anglo-américain. Les Allemands ne sont que la courroie de transmission. Utile, méthodique, parce que les Allemands ont quand même des grandes qualités. Il faut savoir que le premier patron des services secrets allemands, du BND, le Bundesnachrichtendienst, c'est un ancien SS, Gehlen. Bon, pourquoi il a été choisi par les Américains? Parce que quand on a été SS, on a quand même commis quelques petits dérapages. Et on tient plus facilement une personne qui a commis quelques dérapages qu'une personne pure immaculée. Voilà, vous savez, quand on est droit et intègre, on est libre. Quand on a des pièces sur les fesses, c'est vrai pour nous. Bon. Il faut savoir que les services secrets allemands, je fais une petite incise, les services secrets allemands jouent un grand rôle dans la préparation de ces nouvelles guerres mondiales qui passent d'abord par une reconfiguration de l'Union européenne. À titre d'exemple, vous avez la Biélorussie, Loukachenko, qui est un homme un peu rude, sûrement, mais on ne peut pas vraiment l'accuser quand on voit les gens en face. Bon. Loukachenko, dans les années 2001-2002, critiquait un organisme européen qui s'appelle l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe. Je crois que c'est ça, à la fin on s'y perd avec les acronymes. Et cet institut, l'OCDE, est dirigé par un Allemand. Et
cet institut qui prône la démocratie, les droits de l'homme, vous savez, c'est toujours des trucs bien. Hein. Bon.